Bonjour et bienvenue dans cette formation qui vise à vous aider à comprendre pourquoi on devrait mieux intégrer la sexualité normophilique dans l'évaluation et l'intervention auprès des auteurs de transgressions sexuelles et à vous donner des pistes pour y parvenir. Mon nom est Geneviève Martin et j'aurai le plaisir de vous accompagner dans le cadre de cette formation avec mes collègues Catherine Richard et Marie-Ève Vaubé. On pourrait penser qu'il va de soi d'aborder la sphère de la sexualité quand on prend en charge des auteurs de transgressions sexuelles. Évidemment, l'agissement délictuel dans ce cas-ci cerne précisément la sphère de la sexualité. Pourtant, il y a très peu d'études empiriques qui ont été menées sur le sujet, ce qui fait en sorte qu'on a peu d'appui empirique pour nos interventions. Comme on bénéficie de peu de données scientifiques robustes en lien avec la sexualité des auteurs de transgressions sexuelles et que nos connaissances sont donc limitées en lien avec cette sphère du fonctionnement-là, et qu'on va se dire, c'est un sujet qui peut provoquer des inconforts, des malaises ou une impression d'être peu outillé pour intervenir en lien avec celle-ci. De nombreuses intervenantes, de nombreux intervenants font le choix de simplement pas ouvrir cette porte-là. Donc, ne pas intégrer la sexualité dans l'évaluation et l'intervention auprès des auteurs de transgressions sexuelles. Comme on va le voir dans le cadre de la formation, on peut quand même faire plus à l'intérieur du cadre qui nous est donné dans lequel on opère en intervention. La sexualité, ça n'a pas à demeurer une zone de brouillard. Les objectifs de la formation sont tout d'abord de vous amener à situer l'importance d'aborder la sphère de la sexualité dans l'évaluation et l'intervention auprès des auteurs de transgressions sexuelles, qu'ils soient adolescents ou adultes. On va les désigner par AATS pour adolescents et ATS pour les adultes. Ensuite, de saisir l'état actuel des connaissances relatives à la sexualité de cette clientèle-là. Il n'y a pas rien qui a été publié, on a quelques informations sur lesquelles appuyer notre pratique. Ensuite, vous aider à vous positionner relativement à votre perception de la sexualité en général et de l'intervention auprès des auteurs de transgressions sexuelles adultes et adolescents relativement à cette sphère du fonctionnement-là. Et finalement, à déterminer comment intégrer la sexualité dans l'évaluation et l'intervention auprès de cette clientèle. Il est bien important de noter que vous ne sortirez pas de la formation avec une liste A à Z, à savoir comment appliquer une formule à l'intervention ou l'évaluation auprès des auteurs de transgressions sexuelles en lien avec la sexualité. Il n'y a pas de recette magique qui existe. Par contre, on va vous donner quelques pistes pour mieux intégrer cette sphère-là dans votre pratique. La formation contient 2 modules. Dans le premier module, on voit pourquoi intégrer la sexualité dans l'évaluation et l'intervention auprès des adolescents et des adultes auteurs de transgressions sexuelles, et ce contenu est suivi d'un quiz. Dans le deuxième module, on vous présente une entrevue dans laquelle on aborde comment est-ce qu'on peut intégrer la sexualité dans notre pratique. L'entrevue avec vos présentatrices est suivie d'un quiz et de ressources et références. Je vous en ai glissé quelques mots au cours des dernières diapositives, mais pour avoir un peu plus d'informations sur nous, vos présentatrices, eh bien, pour ma part, je suis professeure au département de psychiatrie et de neurosciences de la Faculté de médecine de l'Université Laval. Je suis responsable de la division de sexologie dans ce département-là et directrice du baccalauréat en sexologie. Je suis chercheuse régulière au Centre de recherche Cerveau et au Centre international de criminologie comparée. Je suis aussi chercheuse affiliée au Centre de recherche de l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel et je suis membre du GRA, donc du groupe de recherche en agression sexuelle. Mes intérêts de recherche portent sur le fonctionnement relationnel et sexuel des auteurs de transgressions sexuelles. Et par auteur, bien, ça inclut toutes sortes d'auteurs, donc tant des agresseurs sexuels que des professionnels qui ont commis des inconduites sexuelles et des personnes qui sont impliquées dans l'exploitation sexuelle de mineurs et d'adultes. J'ai à mon actif quelques années d'intervention de groupe auprès d'auteurs de transgressions sexuelles adultes
en milieu communautaire et j'enseigne la sexologie depuis plus de 15 ans. Mes collègues sont Catherine Richard, qui a une maîtrise en sexologie et qui est psychothérapeute. Catherine travaille tant en milieu institutionnel que communautaire, surtout auprès des adultes auteurs de transgressions sexuelles. Et Marie-Ève aussi a une maîtrise en sexologie, elle est psychothérapeute. Elle aussi travaille en milieu institutionnel et communautaire, surtout auprès d'adolescents auteurs de transgressions sexuelles. Nous faisons toutes les trois parties de la division de sexologie de l'Université Laval. Catherine et Marie-Ève enseignent au certificat en santé sexuelle, des cours qui portent sur les violences sexuelles. Et voilà, nous espérons que tout ce bagage-là vous sera utile dans le cadre de cette formation-là, ne serait-ce que pour créer chez vous un intérêt pour mieux comprendre et intégrer la sphère de la sexualité des auteurs de transgressions sexuelles dans votre pratique. Pour s'assurer d'avoir tous et toutes les mêmes référents, définissons tout d'abord ce qu'est la sexualité normophilique. C'est défini dans le DSM comme étant un intérêt sexuel pour les préliminaires ou la stimulation génitale avec des partenaires qui sont humains, donc pas des animaux ou des objets, consentants, phénotypiquement normaux, donc qui présentent une apparence qu'on peut s'attendre qu'un humain présente, et physiquement mature. Donc, un adulte ne pourrait pas, par exemple, avoir des contacts sexuels avec un adulte qui a, par exemple, 18 ans, mais qui paraît en avoir 13. Gardez en tête cette définition qui va être au cœur de la formation d'aujourd'hui. En contrepartie, on vient définir la sexualité qui n'est pas normophilique comme une sexualité problématique. Qu'est-ce que c'est une sexualité problématique? Ben, c'est marqué par un intérêt sexuel pour des activités qui impliquent le non-consentement du partenaire, de la partenaire ou des partenaires, des actes illégaux, comme l'agression sexuelle par exemple, ou qui répondent aux critères d'un trouble paraphilique. Non pas d'une paraphilie, mais d'un trouble paraphilique. Pourquoi? Parce que selon la définition du DSM, le trouble paraphilique provoque la détresse chez la personne ou encore un changement important du fonctionnement. Alors, on va s'y référer dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, surtout comme étant une sexualité non consensuelle. On pourrait, à certains égards, comme je l'ai mentionné, l'appeler une sexualité illégale ou qui implique un trouble paraphilique. Plusieurs personnes réfèrent à une sexualité déviante. On va tenter de rester en dehors de cette appellation-là dans le cadre de la formation, mais aussi à l'extérieur de l'appellation d'une sexualité pathologique, donc qui implique une maladie. De plus en plus d'études montrent que la sexualité normophilique est associée au bon fonctionnement. C'est également des liens qu'on peut voir dans la pratique. La sexualité normophilique est notamment associée à la santé physique, à la santé mentale, à la santé sociale, soit notre capacité à connecter aux autres, à établir des relations de qualité et à obtenir du soutien, au sentiment de bien-être et à la qualité de vie. Donc, intervenir sur la sexualité peut potentiellement avoir une incidence sur d'autres aspects du fonctionnement. En plus de son impact sur le fonctionnement, la santé et le bien-être de la personne, la santé sexuelle, la sexualité positive peut aussi avoir un impact, selon l'OMS, sur le développement social et économique des communautés et des pays. On constate ainsi que la sexualité, c'est une sphère importante du fonctionnement, qui est en interaction avec d'autres aspects du fonctionnement de la personne et qui peut avoir une incidence sur le niveau d'intégration de la personne et son fonctionnement dans ses relations, que ce soit des relations proches, de couple, dans la famille, dans le réseau social et même dans la société. Mais quelle place est-ce qu'on accorde à la sexualité normophilique dans la prise en charge des auteurs de transgressions sexuelles? Une approche dominante dans la prise en charge des auteurs de transgressions sexuelles en milieu carcéraux est l'approche R&R ou risque, réceptivité et besoin. Cette approche a été développée, comme je vous le mentionnais, pour les milieux carcéraux, mais sa philosophie s'est aussi introduite tranquillement en milieu communautaire. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? L'approche
R&R nous dit qu'on doit adapter le niveau de service qu'on donne aux auteurs de transgressions sexuelles selon le risque de récidive qu'ils présentent. Notre premier facteur ici. On doit aussi adapter nos interventions au niveau de réceptivité de la personne, c'est-à-dire son niveau de motivation, ses aptitudes cognitives, ses forces et ses habiletés. Enfin, on adapte également nos interventions aux besoins criminogènes de la personne, c'est-à-dire les facteurs qui ont été montrés dans la littérature scientifique comme étant le plus associés à la récidive sexuelle. Donc, on jongle entre ces trois facteurs-là pour tenter d'optimiser la prise en charge de la personne selon son risque, sa réceptivité et ses besoins. Le but ultime de cette approche, c'est de diminuer le risque de récidive de l'auteur de transgression sexuelle. Mais qu'en est-il de la sexualité dans cette approche? Eh bien, parmi les facteurs de risque qu'on connaît, il y a les intérêts sexuels déviants qui ont été identifiés dans des méta-analyses qui datent quand même un peu comme étant des facteurs directement associés au risque de récidive. Alors, les intérêts sexuels déviants sont actuellement ciblés dans des outils actuariels d'évaluation du risque, dans des entrevues qu'on fait auprès des auteurs de transgressions sexuelles et même ils sont évalués à travers la plétismographie pénienne. Ça constitue une cible de traitement et sont aussi intégrés au suivi de probation. Comme peu d'études ont examiné la sexualité des auteurs de transgressions sexuelles, et ça inclut également la sexualité non consensuelle, on ne connaît pas les dispositions à la sexualité des auteurs de transgressions sexuelles de façon approfondie, et on ne sait pas si certains facteurs associés à leur sexualité normophilique sont également associés au passage à l'acte délictuel. Quoique les intérêts sexuels déviants constituent une cible de traitement, ce n'est pas un sujet qui est facile à aborder avec les auteurs de transgressions sexuelles. Pour certains, cette sphère-là est méconnue, ou ils ont de la difficulté à mettre des mots dessus. Pour d'autres, le fait de dévoiler des fantasmes sexuels déviants, ça équivaut pour eux à dire que leur problématique est fortement ancrée, et certains ne veulent pas reconnaître cet aspect-là. Et pour d'autres, ils se disent, je ne vais pas commencer à partager mes intérêts sexuels déviants parce que je vais subir un préjudice en lien avec ça. Donc, comme on a peu d'études qui ont examiné la sexualité normophilique et déviante ou non consensuelle des auteurs de transgressions sexuelles, on ne connaît pas bien à l'heure actuelle leur disposition à la sexualité, qu'elle soit normophilique ou non consensuelle. On ne sait pas non plus quels aspects de la sexualité, outre les intérêts sexuels déviants, peuvent être associés à une propension à agir des délits sexuels. Il existe des lignes directrices pour la pratique auprès des auteurs de transgressions sexuelles. En effet, l'Association for the Treatment and Prevention of Sexual Abuse, l'ATSA, a publié en 2014 ses lignes directrices ou meilleures pratiques pour les adultes et en 2017 pour les adolescents. Ici, je vous fais référence à celles qui ont été publiées pour les adultes, mais vous pouvez consulter aussi celles pour les adolescents qui sont en ligne. Alors, dans les lignes directrices, l'ATSA spécifie qu'en plus de diminuer le risque de récidive, le traitement est conçu pour aider les clients à développer un style de vie prosocial qui est incohérent avec l'agression sexuelle. Elle nous dit en plus que les hommes auteurs de transgressions sexuelles constituent une population hétérogène. Donc, dans ces lignes directrices, on spécifie que oui, le risque de récidive est important et qu'il doit faire l'objet du traitement, mais que ce n'est pas tout. Il faut aider les auteurs de transgressions sexuelles à développer un style de vie qui va être incohérent avec le fait d'agir des comportements d'agression sexuelle. On nous dit aussi, attention, les auteurs de transgressions sexuelles sont différents les uns des autres. On ne peut pas appliquer une recette à toute la clientèle sans considérer leurs particularités.
La prévention de la récidive sexuelle est évidemment au cœur de nos interventions quand on pratique auprès des auteurs de transgressions sexuelles. Par contre, ce n'est pas le seul indicateur de l'effet bénéfique de nos interventions. Comment est-ce qu'on sait que nos interventions fonctionnent? Évidemment, si notre client, notre cliente ne récidive pas habituellement, c'est un indicateur que les choses vont bien et qu'il y a des acquis, mais on évalue aussi les effets bénéfiques du traitement en lien avec l'amélioration du fonctionnement de la personne et de son intégration dans la communauté. Étant donné les préoccupations sociales et politiques actuelles et la pression qu'on peut ressentir, la pression sociale, le travail clinique demeure surtout axé sur la diminution de la récidive. On va cibler des facteurs criminogènes qui sont les besoins les plus collés au risque de récidive sexuelle. Donc, ceux qui ont été identifiés dans la littérature scientifique comme étant collés de très près au risque de récidive sexuelle. Nos interventions sont supposées cibler ces facteurs-là pour des raisons qu'on comprend très bien. Au moment où j'enregistre cette capsule de formation, bien, on sait que le R&R, cette approche basée sur le risque, les besoins et la réceptivité des auteurs de transgressions sexuelles, se montre efficace pour diminuer le risque de violence des populations carcérales. Elle est toutefois très peu documentée en lien avec les auteurs de transgressions sexuelles, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas efficace, mais on a peu d'études qui le montrent pour le moment. Elle tient aussi peu compte de la variété des caractéristiques non criminogéniques des auteurs de transgressions sexuelles. C'est-à-dire que, outre les besoins qui sont collés à la récidive, on connaît très peu de choses sur les caractéristiques des auteurs de transgressions sexuelles sur lesquelles on pourrait potentiellement appuyer nos interventions. Cette approche renseigne peu sur les pratiques d'intervention en soi et celles qui se montrent efficaces ou utiles pour améliorer le fonctionnement et l'intégration dans la société. Pour rappel, les besoins criminogènes qu'on travaille auprès des auteurs de transgressions sexuelles concernent la consommation problématique de substances psychoactives, l'éducation, le travail, les attitudes pro-criminelles, les antécédents délictuels, les loisirs. Moins on a des loisirs prosociaux, plus notre risque de récidive sexuelle augmente. Les pairs délinquants, plus on a tendance à se tenir avec des pairs délinquants, plus on présente un risque d'agir des comportements délinquants. La personnalité antisociale et la famille, le mariage. Je vous ai mis en rouge la famille, le mariage, parce que parmi tous les facteurs criminogènes, c'est celui qui se rapproche le plus de notre objet aujourd'hui de la formation, soit le fonctionnement relationnel et sexuel. Comme l'approche du R&R est axée sur la diminution du risque de récidive, bien, elle est peu compatible avec des approches qui vont venir favoriser l'amélioration du fonctionnement ou la réinsertion sociale. En effet, le lien entre la récidive sexuelle et les indicateurs du fonctionnement et de l'adaptation n'est pas toujours facile à déterminer. C'est pas parce que quelqu'un arrête d'agir des comportements d'agression sexuelle qu'il est nécessairement plus adapté sur le plan fonctionnel ou mieux intégré dans sa communauté. Quoique la récidive sexuelle, c'est parmi les indicateurs les plus valides, ils sont quand même peu sensibles aux effets du traitement. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Eh bien, la récidive sexuelle, vous en conviendrez, ça se mesure de façon binaire. C'est assez clair, une personne récidive ou elle ne récidive pas pendant le traitement ou après le traitement. Par contre, tous les changements qui s'effectuent, tant sur le plan behavioral que cognitif, que sur le plan de la fantasmatique ou même dans la qualité des relations que la personne entretient ou sa réinsertion dans la communauté au cours du traitement ou même après le traitement, eh bien ça, c'est beaucoup plus difficile à mesurer avec un indicateur de récidive sexuelle. On a besoin de quelque chose de plus fin pour venir mesurer ça. Ce sont des effets de traitement. Pourtant, les lignes directrices de l'ATSA sont claires. Elles soulignent l'importance de considérer la sexualité normophilique dans l'évaluation psychosexuelle qu'on fait des auteurs de transgressions sexuelles. Alors, elle nous dit, les membres
c'est-à-dire nous, les intervenants, les personnes qui évaluent les auteurs de transgressions sexuelles, on tente d'obtenir une étendue d'informations relativement à l'historique général de la clientèle qui inclut, mais ne va pas se limiter, aux aspects suivants. Donc, on doit prendre en compte l'histoire développementale de la personne, la nature et la qualité des relations antérieures et actuelles. Par exemple, avec la famille, les pères, les partenaires amoureux. Ça va nous aider à nous faire une tête sur le fonctionnement relationnel, les dynamiques relationnelles que va avoir établies la personne au courant de sa vie, qui vont peut-être se répéter dans l'ajustement des comportements d'agression sexuelle, également un historique de victimisation, que ce soit victimisation physique, psychologique, sexuelle ou d'autres types de victimisation comme de l'intimidation, et d'autres critères sont également inclus. Mais on voit bien ici qu'on tente d'établir les bases du fonctionnement relationnel. Dans notre évaluation, on va aussi aller chercher de l'information en lien avec l'historique sexuel et les comportements sexuels abusifs ou délictuels. On va aller chercher de l'information relative au développement psychosexuel, et ce, jusqu'au moment où on rencontre la clientèle, les expériences sexuelles précoces, l'historique des relations sexuelles consensuelles, donc on est dans la sexualité normative ici, la nature et la fréquence des pratiques sexuelles, incluant la masturbation, les activités sexuelles appropriées et non conventionnelles. Et là, ici, on glisse vers les intérêts, les fantasmes et les comportements paraphiliques non abusifs et ceux qui sont abusifs et délictuels, et le recours à des services sexuels payants. Donc, toutes ces informations-là concernent la sphère de la sexualité. C'est la même chose pour les adolescents auteurs de transgressions sexuelles, où on requiert que la personne qui fait l'évaluation et l'intervention soit bien au fait du développement normatif pour pouvoir situer la clientèle dans son développement. On va aussi aller chercher des informations sur l'historique sexuel, le fonctionnement sexuel général de l'adolescent ou l'adolescente, l'étendue de ses pratiques sexuelles et ses attitudes sexuelles. Donc, on va essayer de placer la personne, de l'évaluer dans sa sexualité normative et voir comment est-ce que la sexualité non consensuelle s'insère à travers ce portrait-là. On va également tenter de déterminer quelles sont les forces et les aptitudes de la clientèle, ainsi que les facteurs de protection. Et ces facteurs de protection incluent les relations intimes et sexuelles normatives, on est dans la sexualité normative ici, les relations qu'on juge comme étant appropriées au long cours, c'est des facteurs ici associés au bon fonctionnement et qui impliquent une ou un partenaire d'un âge approprié. Donc, on est dans le fonctionnement relationnel et sexuel positif sur lequel on peut venir s'appuyer dans les interventions. La motivation au changement, on sait que c'est crucial pour les acquis en traitement. L'insight, la compréhension et la gestion des facteurs de risque. Donc, malgré la grande influence que le R&R a sur nos pratiques actuelles en lien avec l'intervention et l'évaluation auprès des auteurs de transgressions sexuelles, les lignes directrices émises par la TSA nous disent que ce n'est pas suffisant de simplement cibler des facteurs collés au risque de récidive. Il faut aller plus large que ça dans l'évaluation qu'on fait de cette clientèle-là pour inclure les forces, les aptitudes, les habiletés, leurs désirs, leurs besoins relativement au traitement et d'aller plus large que les besoins criminogènes pour voir s'il n'existe pas d'autres types de besoins et de déterminer quelles sont les caractéristiques des auteurs qui pourraient nous aider à les mobiliser vers l'atteinte des objectifs de l'intervention. Ces lignes directrices qui soulignent l'importance de ne pas uniquement cibler la prévention de la récidive, m'amènent à vous parler d'une prise de conscience qui se fait dans le domaine de l'agression sexuelle depuis une vingtaine d'années. Alors, on reconnaît de plus en plus l'importance d'accompagner les auteurs de transgressions sexuelles dans le développement d'une vie dans laquelle l'agression sexuelle ou les violences sexuelles n'ont pas leur place. Une vie satisfaisante et épanouissante pour les auteurs de transgressions sexuelles.
Cette pensée s'est mise en place lorsque le Good Lives Model a fait son apparition en 2002. Il s'est précisé grâce aux travaux de Ward dans les années qui ont suivi, qui nous dit que chaque personne valorise et organise sa vie de manière à atteindre certains buts communs, qu'il appelle des biens primaires. Et cela se fait de façon implicite ou explicite. C'est-à-dire que selon Ward, on vise tous à peu près les mêmes biens primaires dans nos vies. Et ça se fait de façon, si on veut, en y réfléchissant, de dire, ben oui, pour moi, telle chose, c'est important et je vais mettre en place telle étape pour y arriver dans ma vie, alors que pour d'autres, eh bien, c'est simplement quelque chose qui guide leur comportement. Alors, de là, l'image ici de la dame qui tente d'accéder à la bonne vie. Les biens primaires identifiés par Ward et ses collègues sont l'excellence au travail, le fait d'avoir des loisirs satisfaisants et de faire l'expérience de plaisir dans la vie, l'agentivité, vivre et fonctionner sainement, l'expérience de bonheur, la spiritualité, donc avoir l'impression que la vie a un sens, la connexion aux autres, la paix interne, la connaissance et la créativité. La valeur qu'on accorde à ces biens primaires va varier selon chacune d'entre nous et chacune d'entre nous va cibler certains ou peut-être même tous ces biens primaires-là. Je vous ai mis en rouge les biens primaires dans lesquels la sexualité normophilique pourrait s'insérer. Donc, évidemment, la connexion aux autres, l'excellence dans les loisirs, l'expérience de plaisir dans la vie, la gentilité, prendre ses propres décisions, être motivé à s'engager dans des comportements sexuels positifs, sains et satisfaisants, et le fait de vivre et de fonctionner sainement, donc entretenir des bonnes relations et fonctionner de manière appropriée selon les valeurs sociétales. Là où nous allons différer, c'est dans les moyens qu'on va déployer pour arriver à nos fins, donc à atteindre nos biens primaires. Dans le cas des auteurs de transgressions sexuelles, Ward et ses collègues nous disent qu'ils vont déployer des moyens mésadaptés pour arriver aux biens primaires, les mêmes biens primaires que l'on cible tous et toutes dans nos vies. Dans le cadre de l'intervention, le Good Lives Model est utilisé pour identifier des objectifs de vie chez les auteurs de transgressions sexuelles. Ces objectifs-là, ils sont incompatibles avec l'agression sexuelle, donc on tente de voir avec eux qu'est-ce qu'ils ciblent dans leur vie, qu'est-ce qu'ils aimeraient atteindre, quel est leur projet de vie, et on va tenter de les amener à déployer des stratégies qui sont socialement acceptables pour atteindre ces objectifs de vie-là. La réhabilitation est axée sur les forces de la personne et elle va intégrer la satisfaction des biens primaires. Donc, c'est vraiment une approche qui est centrée sur l'individu et ce qu'il souhaite dans sa vie. On va l'amener à déployer ses forces dans l'atteinte de ses objectifs, son projet de vie. Donc, on va tenter ainsi d'augmenter sa motivation et d'aller vers des réalisations qui sont incohérentes avec l'agression sexuelle. Et dans ce cas-ci, la sexualité normophilique, eh bien, c'est un facteur de protection. Quand on vit de la satisfaction, une sexualité positive, qu'on arrive à s'émanciper ou à vivre des affects positifs, à connecter avec les autres, eh bien, c'est un facteur de protection. On pourrait penser que pour certains, du moins, le fait de vivre une sexualité normophilique satisfaisante, ça pourrait faire en sorte de diminuer leur intérêt à aller vers une sexualité non consensuelle. Donc, on allie ici tant l'axe promotion, qui est vraiment axé sur les aptitudes, les habiletés, les forces de la personne et qui cible des buts positifs, avec la prévention, qui est la prévention de la récidive. Donc, on prend ni l'un ni l'autre de manière séparée, mais on intègre les deux dans l'intervention. Et bonne nouvelle, le Good Lives Model produit des résultats de traitement positifs. Comme on l'a dit, la sexualité normophilique, ça peut constituer un facteur de protection chez certains auteurs de transgressions sexuelles
contre l'agissement de comportement sexuel délictuel. Comment est-ce qu'on peut l'intégrer maintenant dans nos interventions? Eh bien, contrairement à la pratique actuelle, on peut dès lors commencer à s'intéresser aux projets de santé et de bien-être sexuel de la clientèle. On les questionne très rarement à savoir qu'est-ce qu'ils souhaitent atteindre comme objectif en lien avec leur projet de santé et bien-être sexuel, quels sont leurs objectifs, quels sont leurs besoins, leurs désirs, quelles sont leurs limites, qu'est-ce qu'ils souhaitent pour leur vie sexuelle dans les prochaines années, quelles sont leurs perceptions d'eux-mêmes comme êtres sexuels, de leur partenaire, de la sexualité en général. On sait que pour certains, on va le voir dans l'entrevue notamment, certains arrivent en intervention, en traitement, ils vont nous dire « Moi, la sexualité, je veux plus toucher à ça, regarde où est-ce que ça m'a amené, je veux juste faire une croix là-dessus. » Alors, on doit partir d'un peu plus loin avec cette clientèle-là pour essayer de construire avec eux une perception plus positive de la sexualité. Donc, ce n'est que quelques idées. La sexualité, c'est évidemment une sphère de fonctionnement très large. À vous de voir ce que vous sentez à l'aise d'aborder et comment est-ce que la clientèle répond à ces aspects-là. On pourrait arrimer également ce projet de santé et de bien-être sexuel-là au travail qu'on fait en prévention de la récidive. Donc, on a des comportements à éviter qui sont mis en parallèle avec des attitudes ou des comportements à mettre de l'avant et les objectifs de l'intervention. Tout ça également doit s'appuyer sur une conception claire de la sexualité. Quelle est votre conception de la sexualité en général, de la sexualité des auteurs de transgressions sexuelles et comment voyez-vous le travail d'intervention ou d'évaluation que vous faites en lien avec cette sphère de fonctionnement-là? C'est ce qu'on va aborder dans la prochaine capsule.